Et si l'avion furtif le plus avancé au monde n'était finalement pas invisible? Et si la technologie même conçue pour disparaître des radars était déjà surveillée, à des milliers de kilomètres de distance? Car actuellement, il existe des systèmes qui ne se contentent pas de scruter le ciel. Ils l'ont lu et ils voient des choses que les radars traditionnels n'auraient jamais pu voir. Depuis des décennies, les avions furtifs sont conçus autour d'un principe fondamental: éviter d'être détectés. Absorber les ondes radars, diffuser les signaux, se fondre dans le bruit ambiant. Et pendant longtemps, cette stratégie a fonctionné. Mais ensuite, quelque chose a changé, pas dans l'avion, mais dans la manière dont nous les recherchons. Car au lieu d'envoyer des signaux directement sur une cible, un autre type de radar a commencé à utiliser quelque chose de beaucoup moins évident. Des signaux qui voyagent au-delà de l'horizon, se courbant, se réfléchissant et revenant de lieux que les systèmes conventionnels ne peuvent même pas atteindre. Il ne cherche pas ce qui se trouve devant lui. Il recherche ce qui ne devrait pas être là du tout. Et soudain, la question n'est plus de savoir si la furtivité fonctionne. La question est de savoir si nous avons regardé dans la mauvaise direction depuis tout ce temps. Car si le radar peut voir au-delà de la courbure de la Terre, s'il peut détecter des objets conçus pour disparaître, alors tout l'équilibre de la puissance aérienne moderne commence à se modifier, pas lentement, mais fondamentalement, et les systèmes qui réalisent cela ne relèvent pas de la science-fiction. Ils existent déjà. Avant que les radars puissent atteindre l'horizon, la détection était limitée par une chose simple et impitoyable: la forme de la Terre. Quelle que soit la puissance d'un système radar, il restait confronté à la même limite physique. Les signaux se propageaient en ligne droite. Et comme la Terre est courbée, tout objet volant à basse altitude pouvait tout simplement disparaître sous cette courbure. Il ne s'agissait pas d'un défaut technique. C'était une frontière naturelle. Et pendant des décennies, les forces armées ont bâti des stratégies entières autour de ce principe. Les premiers systèmes radars, développés aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, ont révolutionné la guerre en permettant aux forces armées de détecter les avions ennemis bien avant qu'ils ne soient visibles. Ils ont tout changé, de la défense aérienne au combat naval, mais même alors, la limitation était claire. Le radar pouvait voir loin, mais seulement jusqu'à l'horizon. Si un avion volait haut, il était facile à suivre. S'il volait à basse altitude, au ras du sol, il pourrait passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit dangereusement proche. Cela a donné naissance à une nouvelle tactique: la pénétration à basse altitude. Les pilotes étaient entraînés à voler au ras du sol ou de la mer, utilisant la Terre elle-même comme couverture. C'était risqué, exigeant et physiquement épuisant, mais efficace, parce que le radar ne pouvait tout simplement pas voir ce qui se cachait au-delà de la courbe. Avec les progrès technologiques de la guerre froide, les systèmes de détection sont devenus plus performants, plus précis et plus répandus. Des réseaux de stations radars couvraient les côtes et les frontières. Les systèmes de défense aérienne sont devenus de plus en plus sophistiqués. Mais la limitation fondamentale n'a jamais disparu. On pourrait construire des tours radars plus hautes, on pourrait utiliser des plateformes radars aéroportées, comme les avions de surveillance avancés. Vous pourriez augmenter la portée et la sensibilité, mais vous ne pouviez pas changer la géométrie. Et c'est là que la technologie furtive a trouvé son avantage. Des avions comme le F-117, Nighthawk et plus tard le B-2, Spirit ont été conçus non seulement pour voler à basse altitude, mais aussi pour réduire leur signature radar de façon si spectaculaire que même à portée, il n'apparaissait guère plus qu'un bruit de fond, angles aigus, matériaux absorbant les ondes radar. Des choix de conception judicieux qui diffusent les signaux entrants au lieu de les réfléchir. L'objectif n'était pas de semer les radars, c'était pour le brouiller. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Les systèmes radars peinaient à suivre ces appareils avec précision. La portée de détection diminuait. Le ciblage devenait incertain. L'équilibre des pouvoirs a commencé à basculer. Car si vous ne voyez pas la menace, vous ne pouvez pas y répondre. Cela a créé un écart dangereux.
Les systèmes de défense aérienne devenaient plus rapides et plus automatisés, mais ils restaient aveugles aux menaces mêmes qu'ils étaient censés stopper. Et à mesure que la technologie furtive s'améliorait, cet écart s'est creusé. Il ne s'agissait plus seulement de vitesse ou d'altitude, il s'agissait d'invisibilité. Le problème est donc devenu clair. Comment détecter quelque chose conçu pour être indétectable et caché derrière la courbure de la Terre? Pendant des années, il n'y a pas eu de véritable réponse à uniquement des solutions de contournement. Plus de capteurs, plusieurs niveaux de défense. Nouvelle tentative pour pousser les systèmes radars existants au-delà de leurs limites. Mais rien de tout cela n'a résolu le problème de fond. Car, tant que le radar dépendait de la ligne de visée, il y aurait toujours quelque chose qu'il ne pourrait pas voir. Et cette prise de conscience a ouvert la voie à une approche totalement différente. Non pas pour rendre le radar plus puissant, mais pour qu'il regarde là où aucun radar n'avait jamais regardé auparavant. La percée n'a pas commencé en catimini. Tout a commencé avec le ciel lui-même. Pendant des années, les scientifiques étudiant les ondes radio ont observé un phénomène étrange. Dans certaines conditions, les signaux ne se contentaient pas de se propager dans l'espace. Ils étaient déviés. Ils revenaient vers la Terre, se réfléchissant sur les couches supérieures de l'atmosphère. Au départ, cela n'était pas considéré comme une arme ou un outil de détection, c'était une curiosité de la physique. Mais derrière ce comportement se cachait une possibilité que personne n'avait pleinement explorée si les ondes radio pouvaient voyager au-delà de l'horizon. Alors peut-être que le radar n'avait pas besoin d'être limité par cela du tout. La clé résidait dans une région de l'atmosphère appelée la couche. Cette couche, saturée de particules chargées issues du rayonnement solaire, agit presque comme un miroir pour certaines fréquences d'ondes radio. Au lieu de la traverser directement, ces ondes sont réfractées, c'est-à-dire déviées vers la surface de la Terre. Cela signifiait qu'un signal pouvait être transmis vers le haut, parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, et retourner sur Terre bien au-delà de la ligne de visée initiale. Cette idée a tout changé, car soudain, le radar n'avait plus besoin de voir. Directement, cela pourrait se faire indirectement. C'est sur ce fondement qu'a été développé le radar transhorizon, OHR. Les premières expériences ont débuté pendant la guerre froide, lorsque la détection à longue portée est devenue une nécessité stratégique. Les nations avaient besoin de moyens pour surveiller les menaces potentielles avant qu'elles ne s'approchent. Missiles, bombardiers, tout ce qui pouvait arriver sans prévenir. Le radar traditionnel ne suffisait pas. Les chercheurs ont donc commencé à construire des systèmes capables de transmettre de puissantes ondes radio dans l'ionosphère et d'écouter les faibles échos renvoyés par des objets lointains. Le concept était élégant, mais l'exécution fut tout sauf. L'ionosphère n'est pas stable. Elle varie en fonction de l'activité solaire. Cela change entre le jour et la nuit. Il réagit aux orages géomagnétiques et aux conditions atmosphériques. Ce qui signifiait que le miroir n'était pas fixe mais en mouvement constant. Les signaux ne revenaient pas toujours là où on l'attendait. Le bruit provenant de sources naturelles a perturbé la détection, distinguer une cible réelle du bruit de fond est devenu incroyablement difficile. Pendant des années, les résultats ont été incohérents. Certains tests se sont révélés prometteurs, permettant de détecter des lancements d'avions ou de missiles bien au-delà de l'horizon. D'autres ont complètement échoué, ne produisant que des signaux déformés et des lectures erronées. Beaucoup le considéraient comme peu fiable, trop complexe, trop imprévisible. Mais le potentiel était trop important pour être ignoré, car si cela fonctionnait, même partiellement, cela pourrait offrir quelque chose qu'aucun autre système ne pourrait proposer. Alerte précoce à des distances sans précédent. La capacité de détecter les mouvements sur des régions entières. Pas seulement à portée de vue. Le développement s'est donc poursuivi. Les ingénieurs ont amélioré les techniques de traitement du signal. Ils ont appris à filtrer le bruit, à identifier des schémas et à interpréter de faibles échos noyés dans les interférences.
les ordinateurs ont commencé à jouer un rôle plus important, analysant les données plus rapidement que n'importe quel humain. Et lentement, le système a commencé à se stabiliser, pas parfait, pas aussi précis que les radars traditionnels, mais capable de voir ce que les autres ne pouvaient pas. Au dernier stade de son développement, le radar Trans-Horizon avait prouvé quelque chose d'essentiel. Vous n'aviez pas besoin d'une ligne de visée directe pour détecter une cible. Il vous suffisait de comprendre comment les signaux se propagent dans l'environnement. Et une fois cela compris, le champ de bataille a changé, car désormais, la distance n'était plus une protection, et l'horizon n'était plus un obstacle. Une fois que le radar Trans-Horizon a prouvé son efficacité, le défi a changé. Non pas pouvons-nous détecter au-delà de l'horizon, mais peut-on se fier à ce que l'on voit? Car les premiers systèmes étaient puissants, mais incertains. Ils pourraient détecter quelque chose, mais pas toujours l'expliquer. Et dans les systèmes de défense, l'incertitude est aussi dangereuse que la cécité. Les premiers déploiements à grande échelle ont eu lieu pendant la guerre froide, lorsque la menace des bombardiers à longue portée et des missiles intercontinentaux a contraint les nations à repenser leur système d'alerte précoce. Les réseaux radars traditionnels étaient tout simplement trop lents pour assurer le temps de réaction nécessaire. L'un des premiers systèmes opérationnels fut le radar, AN/FPS 118 OTHB aux États-Unis. Il couvrait de vastes distances, utilisant d'immenses réseaux d'antennes pour émettre et recevoir des signaux pouvant couvrir des milliers de kilomètres. Sur le papier, c'était révolutionnaire. En réalité, c'était compliqué. Le système nécessitait d'énormes étendues de terre, cela consommait énormément d'énergie, et sa précision était loin d'être parfaite. Il pourrait détecter une activité à travers un océan. Mais localiser précisément les emplacements restait difficile. Malgré ses limitations, elle offrait néanmoins quelque chose d'inestimable, du temps, des minutes, parfois même des heures, et en matière de défense stratégique, le temps change tout. Parallèlement, l'Union soviétique a développé ses propres systèmes. Contrairement aux installations radars traditionnelles, l'UGA était massive, des structures imposantes s'étendant à travers le paysage, conçues pour transmettre des signaux puissants sur de vastes distances. Mais elle est devenue connue pour autre chose, un bruit de cliquetis répétitif qui perturbait les communications radio dans le monde entier, surnommé le pic russe, s'il était entendu sur différentes fréquences. Un rappel constant qu'une activité inhabituelle se déroulait derrière le rideau de fer. Techniquement, ça a fonctionné. Sur le plan stratégique, cela a soulevé des inquiétudes. Car, bien qu'il puisse détecter les lancements de missiles, sa fiabilité et la clarté de son signal étaient inconstantes. Les fausses alertes représentaient un risque réel, et dans un monde au bord du gouffre, c'était dangereux. L'évolution s'est donc poursuivie non seulement au niveau du matériel, mais aussi au niveau de la compréhension. Les ingénieurs ont commencé à se concentrer sur le traitement du signal. Au lieu de simplement émettre des signaux plus puissants, ils se sont efforcés d'interpréter plus intelligemment les signaux plus faibles. Des algorithmes ont été développés pour filtrer le bruit atmosphérique, distinguer les cibles des éléments parasites et suivre leurs mouvements au fil du temps. La puissance de calcul est devenue le véritable atout. Avec l'amélioration des ordinateurs, le radar Trans-Horizon est devenu plus précis, plus stable et plus fiable. Puis vint la diversification. Tous les systèmes OTH ne dépendaient pas de l'ionosphère. Le radar à ondes de surface, une autre forme de technologie Trans-Horizon, utilisait des ondes radio qui suivaient la courbure de la Terre à la surface de l'océan. Cela permettait une surveillance continue de l'activité maritime sur de longues distances sans dépendre de la réflexion atmosphérique. Des approches différentes pour résoudre le même problème, et à mesure que le monde s'éloignait de la guerre froide, l'attention s'est à nouveau déplacée, du point de vue des applications purement militaires, pour une surveillance et un contrôle plus étendu, suivi des navires, surveillance, des activités illégales, observer les tendances environnementales. Là,
technologie a commencé à s'étendre à de nouvelles fonctions. Mais la véritable évolution se déroulait discrètement, avec précision. Les systèmes modernes de surveillance Trans-Horizon ne sont plus des détecteurs aveugles. Ils s'intègrent aux satellites, ils combinent des données provenant de sources multiples. Ils utilisent une modélisation avancée pour prédire comment les signaux se comporteront en fonction des conditions atmosphériques changeantes. Ceux qui étaient autrefois incertains et désormais calculés, pas parfaits, mais beaucoup plus maîtrisés. Et à mesure que la technologie furtive continuait d'évoluer, le radar OTH a trouvé une nouvelle pertinence, car les avions furtifs sont conçus pour échapper aux radars à haute fréquence et à visée directe. Mais les systèmes Trans-Horizon fonctionnent souvent à des fréquences plus basses, des longueurs d'onde qui interagissent différemment avec les matériaux furtifs. Au lieu d'être absorbés ou dispersés, ces signaux peuvent encore se réfléchir, pas proprement, pas précisément, mais suffisamment pour révéler qu'il y a quelque chose, une présence, une perturbation, une anomalie dans le schéma attendu. Et dans les systèmes de défense modernes, cela suffit même, parce que la détection n'a pas besoin d'être parfaite. Il faut juste que ce soit tôt. Et c'est là que le radar à longue portée a trouvé sa place, non pas en remplacement des systèmes traditionnels, mais en tant que première couche, le système qui voit l'invisible, avant que cela ne devienne visible à quoi que ce soit d'autre. Section 5. Le tournant pendant des années, le radar Trans-Horizon est resté puissant, mais sujet à controverse. Elle pouvait voir très loin, plus loin que n'importe quoi d'autre, mais elle ne pouvait pas toujours voir clairement. Et dans la guerre moderne, la clarté compte autant que la distance. Pendant longtemps, les systèmes OTH ont donc été considérés comme des outils de soutien, alerte précoce, surveillance étendue, connaissance du contexte, mais pas comme des outils sur lesquels on pouvait s'appuyer pour prendre des décisions. Parce que le monde avait déjà choisi sa solution, ou préféré, furtivité, les avions conçus pour devenir invisibles. Au radar était devenu le symbole de la suprématie aérienne moderne. Les nations ont investi des milliards dans la réduction de leur signature radar, en façonnant les avions de manière à diffuser les signaux, et en recouvrant leur surface de matériaux absorbant les tentatives de détection. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné exactement comme prévu. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. La stratégie furtive n'a pas échoué, mais elle a cessé d'être absolue, à mesure que les systèmes de surveillance au-delà de l'horizon s'amélioraient, meilleur traitement du signal, puissance de calcul accrue, interprétation plus intelligente, ils commençaient à détecter des schémas qui n'avaient aucun sens, images floues, des pistes imprécises, mais des perturbations de légères incohérences dans la façon dont les ondes radio sont revenues, des changements subtils dans les schémas de signaux attendus, des anomalies suggérant qu'il y avait un mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. Et peu à peu, ces anomalies sont devenues reproductibles, cohérents, point traçable. Ce fut le tournant, car le radar OTH n'avait pas besoin de voir un avion furtif au sens traditionnel du terme. Il suffisait de prouver que quelque chose était là, et une fois que cela s'est produit, l'avantage a changé de camp. La furtivité n'était plus synonyme d'invisibilité. Il y a eu retard. Un avion furtif pourrait éviter d'être ciblé avec précision. Mais elle ne pouvait plus garantir qu'elle passerait totalement inaperçue. Et dans les systèmes de défense modernes, la détection est primordiale. Parce qu'une fois qu'on sait que quelque chose existe, vous pouvez vous préparer, vous pouvez suivre, vous pouvez répondre. Le radar OTH est devenu la première couche d'un réseau de défense multisystème. Il ne sert pas au guidage des missiles, il ne fournit pas de coordonnées de ciblage. Exact, mais elle accomplit quelque chose d'aussi crucial, il avertit. Il alerte les systèmes de l'approche d'un objet bien avant que les radars conventionnels puissent le confirmer. Et cette détection précoce permet aux autres systèmes, radar à haute fréquence, suivi infrarouge, surveillance par satellite, de concentrer leur attention là où cela compte. Elle transforme l'incertitude en direction et une orientation vers la réponse.
C'est là que l'adoption s'est accélérée. Non pas parce que OTH a remplacé les systèmes existants, mais parce que cela les a complétés. Les nations ont commencé à intégrer les radars Trans-Horizon dans des architectures de défense multicouches. Un réseau où aucun système ne peut tout faire, mais où ensemble, ils réduisent les failles. Et au sein de ce réseau, le radar OTH occupe une place unique. Il voit en premier, ce qui signifie que cela façonne tout ce qui vient après. Car dans un monde où la vitesse détermine les résultats, le côté qui voit en premier joue en premier. Aujourd'hui, le radar Trans-Horizon n'est plus une couche expérimentale en marge des systèmes de défense. Elle fait désormais partie d'un réseau plus vaste et coordonné, qui ne repose pas sur une perspective unique, mais combine de multiples façons de voir les choses en une image unifiée et au centre de ce système. Est-ce une interprétation ? Les radars OTH modernes ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils fonctionnent de concert avec des satellites, des systèmes d'alerte précoce aéroportés, des réseaux radars conventionnels et de plus en plus, des plateformes d'analyse pilotées par l'IA. Car le défi ne se limite plus à la détection, il s'agit de comprendre ce qui est détecté. Lorsqu'un système Trans-Horizon moderne transmet un signal, il n'attend pas simplement une réflexion parfaite. Il s'attend à des distorsions et anticipe le bruit. Il traite d'énormes volumes de données pour identifier des schémas invisibles à l'œil nu. C'est là que le calcul devient crucial. Des algorithmes avancés analysent les signaux de retour en temps réel, filtrant les interférences atmosphériques, séparant les phénomènes naturels des mouvements artificiels et suivant les changements au fil du temps. Au lieu de demander « qu'est-ce que c'est ?», le système demande « qu'est-ce qui a changé ?» Car le changement révèle la présence, et la présence révèle les intentions. Les systèmes modernes sont également adaptatifs. L'ionosphère, autrefois considérée comme une limitation majeure, est désormais modélisée en continu. Les données relatives à l'activité solaire, aux conditions géomagnétiques et aux variations atmosphériques alimentent des systèmes prédictifs qui ajustent la transmission et l'interprétation des signaux. Le miroir mouvant n'est plus imprévisible, c'est calculé. Cela améliore considérablement la fiabilité. La portée de détection reste considérable, souvent des milliers de kilomètres, mais elle est désormais plus fiable et génère moins de faux positifs. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien plus exploitable que les générations précédentes. Une autre avancée majeure réside dans l'intégration avec les systèmes de commandement. Les informations provenant du radar OTH ne sont plus seulement affichées, elles sont diffusées, partagées instantanément sur les réseaux de défense, utilisés pour donner le signal à d'autres capteurs, intégrés, au système de prise de décision capable de réagir en temps quasi réel. Cela s'intègre à une chaîne. La détection mène à la confirmation. La confirmation permet le suivi. Le suivi permet d'obtenir une réponse. Et tout commence par un signal qui a voyagé au-delà de l'horizon. Dans le même temps, le matériel a évolué. Les réseaux d'antennes modernes sont plus performants et plus compacts que les systèmes précédents et peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences. Cette flexibilité permet au système de s'adapter à différentes cibles et conditions, renforçant ainsi leur efficacité face à un plus large éventail de menaces, notamment les aéronefs furtifs. Les systèmes OTH, Over the Weathering Outer Wave, à ondes de surface, ont également atteint leur pleine maturité, assurant une surveillance continue des zones maritimes. Les navires, les aéronefs volant à basse altitude, et même les petits mouvements à la surface de l'océan peuvent désormais être suivis sur de longues distances sans dépendre de la réflexion atmosphérique, mais, malgré tous ces progrès, des limites subsistent. La résolution reste inférieure à celle des radars traditionnels. Le positionnement exact reste moins précis. Les facteurs environnementaux, bien que mieux compris, influencent toujours les performances, ce qui signifie que le radar OTH n'est pas un remplacement, c'est un multiplicateur, un système qui étend la conscience au-delà des limites physiques, tout en s'appuyant sur d'autres pour affiner ses résultats, est peut-être le changement le plus important de tous.
C'est la discrétion avec laquelle il opère au sein de ce réseau. Il n'y a pas de moment dramatique, aucun rayon visible ne traverse le ciel. Simple observation continue, un système qui surveille l'invisible. Et il influence tout le reste sans jamais se faire remarquer. Car sur le champ de bataille moderne, et dans le système de surveillance moderne, le principal avantage ne réside pas seulement dans une vision claire. Il s'agit de voir en premier, et de comprendre ce que l'on voit avant tout le monde. Avant l'avènement du radar transhorizon, la limite de la détection était définie par la distance. Si quelque chose se trouvait au-delà de l'horizon, cela n'existait tout simplement pas, du moins pas encore, et ce retard a tout façonné. Les décisions étaient prises de manière réactive, les réponses étaient compressées en quelques secondes, et les menaces n'apparaissaient souvent que lorsqu'il était déjà trop tard pour agir sereinement. Après l'installation du radar OTH, cette dynamique a changé, non pas en rendant la détection parfaite, mais en le faisant plus tôt. Et ce simple changement, le temps, a eu des conséquences bien au-delà du champ de bataille. En matière de stratégie militaire, la détection précoce transforme l'incertitude en préparation. Au lieu de réagir à une menace confirmée, les systèmes peuvent commencer à suivre, prédire et positionner la menace bien avant que les capteurs traditionnels ne la détectent. Cela n'élimine pas le risque, mais cela rallonge les délais. Et dans les situations à grande vitesse, même quelques minutes supplémentaires peuvent changer la donne. Mais l'impact ne s'arrête pas à la défense. La surveillance maritime s'est considérablement développée. De vastes zones océaniques, autrefois difficiles à observer, sont désormais scrutées en permanence afin de détecter tout mouvement. Navires, routes de contrebande, activités illégales. Les frontières, autrefois définies par une présence physique, s'étendent désormais à des zones de détection invisibles bien au-delà des côtes. Le concept même de distance commence à changer, car si vous pouvez voir quelque chose à des milliers de kilomètres de distance, est-ce vraiment encore loin? Mais cette prise de conscience accrue entraîne une conséquence d'un autre ordre, ambiguïté. Le radar OTH ne fournit pas toujours une clarté parfaite. Il révèle la présence, le mouvement, les anomalies, mais pas toujours l'identité précise. Et cela crée un nouveau défi. Des décisions pourraient devoir être prises sur la base d'informations incomplètes. Les réactions peuvent être déclenchées par des schémas et non par la certitude. Dans un monde où les systèmes sont plus rapides, plus automatisés et plus interconnectés, cette ambiguïté a son importance, car agir trop tard a des conséquences. Mais agir trop tôt peut aussi avoir des conséquences. Et puis, il y a le changement plus général, qu'il est facile de manquer. Des technologies comme le radar OTH redéfinissent discrètement la façon dont la puissance est mesurée. Il ne s'agit plus seulement de vitesse ou de force, il s'agit de prise de conscience. Qui voit en premier? Qui comprend en premier? Qui interprète les signaux avant qu'ils ne deviennent évidents pour tous les autres? Car dans un monde connecté et à grande vitesse, l'information précède l'action, et ceux qui contrôlent cette information, même imparfaitement, obtenaient un avantage qui n'existait pas auparavant, ce qui conduit à une prise de conscience subtile mais puissante. L'horizon n'est plus une frontière, ce n'est qu'un retard, et ce délai se réduit. La prochaine phase du radar transhorizon ne consistera pas à voir plus loin. Il s'agira de voir plus intelligemment, car la distance n'est plus le principal défi. Comprendre, c'est... Les systèmes futurs évoluent vers quelque chose de plus adaptatif. Un radar qui ne se contente pas d'émettre et de recevoir, mais qui apprend. L'intelligence artificielle est déjà intégrée pour analyser des signaux complexes, détecter plus rapidement les anomalies et réduire les faux positifs. Au lieu de se fier uniquement à des modèles prédéfinis, ces systèmes peuvent s'adapter en fonction de l'expérience, en reconnaissant des signatures subtiles que les méthodes de traitement traditionnelles pourraient manquer. Cela change la nature même de la détection. Pas seulement identifier une présence, mais prédire le comportement en parallèle. On explore des systèmes radars multistatiques, des réseaux d'émetteurs et de récepteurs répartis sur de vastes zones,
fonctionnant de concert pour dresser un tableau plus complet. Au lieu d'un seul point de vue, il y en a beaucoup. Combinées, elles réduisent l'incertitude, améliorent le suivi et rendent plus difficile pour un objet, furtif ou non, de rester caché. On observe également une évolution vers une intégration au-delà de la Terre. Les futurs systèmes de communication et de détection pourraient combiner le radar OTH avec des plateformes spatiales, créant ainsi une connaissance à plusieurs niveaux qui couvre le sol, l'atmosphère et l'orbite, un champ d'observation continu sans limite géographique, non limité par la ligne de visée, et les idées les plus ambitieuses vont peut-être encore plus loin, grâce à des techniques avancées de contrôle du signal et de modélisation atmosphérique. Les chercheurs explorent des moyens de rendre les systèmes radars plus précis à longue distance, comblant ainsi l'écart entre la détection précoce et le ciblage précis. En cas de succès, la distinction entre voir quelque chose au loin et agir en conséquence, elle pourrait commencer à s'estomper. Mais à chaque progrès, les questions deviennent plus complexes. Que se passe-t-il lorsque la détection devient quasi constante? Quand pourra-t-on suivre en temps réel les déplacements sur de vastes régions? Quand la notion de surprise commence-t-elle à disparaître? Car des technologies comme celle-ci ne se contentent pas de modifier les capacités. Ils modifient les attentes, et dans un monde où les systèmes surveillent constamment, l'avantage ne sera peut-être plus celui de ceux qui peuvent se cacher, mais pour ceux qui peuvent comprendre ce qu'ils voient, plus rapidement que quiconque. Pendant des siècles, l'horizon a été une limite, une ligne qui séparait ce que nous pouvions voir de ce que nous ne pouvions pas voir. Et pendant longtemps, cette ligne a défini la stratégie, la sécurité et la survie elle-même. Mais aujourd'hui, cette frontière s'estompe, non pas parce que la Terre a changé, mais parce que c'est ainsi que nous l'observons. Le radar transhorizon n'a pas seulement étendu la vision, il l'a redéfinie. Cela a prouvé que les limites ne sont pas toujours physiques. Parfois, c'est simplement une question de point de vue, car la véritable avancée ne résidait pas simplement dans le fait de voir plus loin, c'était réaliser ce qui se trouve au-delà de la vue. Cela reste compréhensible. Et maintenant, tandis que les systèmes continuent d'évoluer, une question demeure discrètement en arrière-plan. Si plus rien n'est véritablement hors de portée, que signifie rester caché? Si cela a changé votre façon de penser à la détection, à la technologie et aux systèmes invisibles qui façonnent notre monde, restez avec nous pour découvrir d'autres histoires qui révèlent ce qui se trouve juste au-delà de notre champ de vision.